messages qui vécu ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discordes? Permettez-moi de me présenter, je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible, on veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux, j'en ai marre de vos allusions, j'espère que j'ai raison, tout le monde a... Comme le rendez-vous est pris aujourd'hui, nous sommes toujours dans le même ordre d'idée comme ça a été la fois passée. Mais cette fois-ci, nous avons une autre invité, c'est M. Ignace Nzao Pambou, analyste politique. Ignace est de Kinshasa et il a évolué là-bas. Et il est sur place à Boma, il veut partager avec nous son expérience, son expertise, où est-ce qu'il a commencé et qu'est-ce qu'il veut entreprendre comme projet dans la vie. Et puis quel objectif qu'il veut atteindre en ce qui concerne sa démarche sur la lutte non héritière. Monsieur Ignace Pambou, il est détenteur d'un diplôme d'État en latin et philosophie du Petit Séminaire de Mbatakela, d'un gradé en philosophie de l'Institut de philosophie Grand Séminaire à Benguidi de Boma-Congo central, d'un certificat en anglais niveau approfondi et d'une licence en mathématiques et informatique de l'Université de Kinshasa. Sur le plan professionnel, il enseigne le latin, la philosophie et le français au complexe scolaire La Providence dans la commune de Lemba, Kinshasa en 2010-2011 et l'anglais au centre professionnel Père Daniel Poutier 2009-2012, puis Rehoboth Best Language Class, centre de formation dont il est le fondateur 2012-2015. En outre, il fut aussi préfet des études au collège Rehoboth Kinshasa Lemba de 2013 à 2015, secrétaire général du parti politique Alliance pour le progrès du Congo, APC en sigle, en 2016-2017. Il est auteur de 3 publications, déjà publiées en 2017 dans les éditions L'Arc-en-Ciel à Kinshasa. Les 3 publications en 2017, dont la première publication s'intitule « Lire et écouter l'anglais sans peine, méthode Nzao ». La seconde publication s'intitule les verbes anglais, et puis la troisième c'est ma rencontre avec Simon Floribert Mbachibacha. De nos jours, il est acteur politique indépendant. C'est avec lui que nous allons débattre tout au long de cette page magazine. À suivre. Chers spectateurs, devant vous, vous avez Monsieur Ignace Nzao Pambou, dont je viens de présenter il n'y a pas très longtemps. Ignace est ici avec vous, c'est à lui que nous allons parler sur la conscientisation des couches sociales défavorisées ou discriminées. Deux points, les combats pour l'émergence de la lutte non héritière. Une fois de plus, bonjour Monsieur Ignace. Bonjour Monsieur les journalistes. Monsieur Ignace, avec vous tout au long de cette émission, nous allons parler du thème que nous avons choisi, qui est la conscientisation des couches sociales défavorisées ou discriminées, les combats pour l'émergence de la lutte non héritière. Alors, d'emblée, nous partons déjà avec la série de nos questions. Vous avez publié les ouvrages, mais ce qui attire notre attention, l'ouvrage c'est la publication qui concerne votre rencontre avec l'honorable Simon Mbachibacha. Et puis vous intitulez l'ouvrage d'Inéa vers la cour des grands. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, il y a quelques précisions que je dois apporter par rapport à la question que vous venez de me poser, monsieur le journaliste. Les 3 ouvrages ont été publiés aux éditions L'Arc-en-Ciel. En fait, les éditions L'Arc-en-Ciel est une partie des éditions universitaires associées. Nous avons les éditions L'Arc-en-Ciel et les éditions universitaires africaines rassemblées en une seule unité qu'on appelle éditions universitaires associées. Le premier, comme vous l'avez dit, c'est lire et écouter l'anglais sans peine, méthode Nzao. Et la deuxième publication, en fait, c'est sur la conjugaison anglaise, c'est pourquoi nous l'avons simplement intitulé le verbe anglais. Et la troisième publication, en fait, porte sur le fait des sociétés.
Nous l'avons intitulé « Ma rencontre avec Simon Floribert Mbachibacha, du néant vers la cour de grand, guide de l'élite non héritière ». Mais vous vouliez savoir pourquoi je l'ai intitulé « Ma rencontre avec Simon Floribert Mbachibacha ». En fait, nous vivons dans une société où de plus en plus, tout se transmet du père au fils, de l'oncle au neveu, et où leurs amis et leur sillage est difficilement par méritocratie. C'est pourquoi moi, mon père, qui est coupeur de noix de palme, donc je suis né dans un coin de la République démocratique du Congo. En fait, je parle de mes origines jusqu'au moment où je me suis rencontré avec l'éminent homme politique Simon Floribert Mbachibacha, et le fait qu'il ait accepté de m'adopter comme fils politique, c'est à partir de là que le premier sous-titre de notre livre a trouvé sens. C'est pourquoi je l'ai intitulé « Du néant vers la cour de grand ». Alors, en restant avec lui, tout ce que j'ai reçu de lui et consorts, et ses orientations et tout, c'est à partir de là, nous allons peut-être avoir le temps d'en parler pendant l'émission, c'est à partir de là que mon livre va avoir un deuxième sous-titre qui est « Le guide de l'élite non héritière ». C'est-à-dire, je suis en train de présenter une démarche qui peut aider celui dont le parent n'ont pas tracé le chemin par lequel il doit passer. Je suis en train de leur proposer un guide ou bien un chemin qu'ils peuvent suivre afin que nous tous nous puissions bénéficier des richesses de la République démocratique du Congo. Intitulé votre ouvrage « Ma rencontre avec Mbachi », ce n'était pas pour vous une forme de flatterie pour l'avoir à vos côtés comme parrain politique directement, non, ma rencontre avec Simon Floribert Mbachibacha, une forme de flatterie, c'est pas est-ce que c'est pas le cas pour vous de procéder par cette démarche pour faire en sorte que Mbachi vous adopte directement? Une forme de flatterie. D'emblée, on croirait que c'est le cas, mais il n'en a pas été question. Mais en fait, le livre n'a pas été écrit avant que je ne puisse rencontrer Simon Floribert Mbachibacha. Non. Le livre a été écrit après que je me suis rencontré avec lui. Le temps que nous sommes restés ensemble, c'est qu'il a inculqué en moi, en fait, qui m'a poussé à écrire le livre. Donc, croire que j'ai écrit le livre pour qu'il puisse accepter de m'adopter, c'est faux. L'adoption a commencé bien avant. Il m'a adopté et c'est que j'ai reçu de lui qui m'a poussé à mettre par écrit sa riche expérience professionnelle et politique et son combat actuel. Qu'est-ce qu'il veut? Nous allons peut-être en parler. Aujourd'hui, il a un combat politique. Mbachi dit il est grand temps que nous puissions nous retirer de la scène politique et laisser le jeune à l'avant-plan. Hier, les politiciens venaient pour tromper le jeune, le mettre autour d'eux, en fait, pour qu'ils puissent le soutenir. Mais quand on le soutient, ils arrivent là où ils sont députés, consorts. En fait, c'est pour servir seulement les intérêts de leur famille, femmes et enfants. Mais maintenant, lui, au lieu de chercher le jeune, le mettre autour de lui, afin que le jeune puisse l'aider à atteindre tout ce dont il a besoin, bien à devenir je ne sais pas qui, mais lui il dit non, moi je me retire. Au lieu que nous puissions continuer d'utiliser les jeunes, il faut que maintenant les jeunes puissent nous utiliser. Donc, en fait, lui son problème sur quoi il dit le jeune devant et moi je vous accompagne afin que vous deveniez aussi comme nous. Attention, comme un bon père de famille, il sait là où ils ont échoué. Et là, ça n'a pas marché. Il s'est dit, écoutez, je vous accompagne certes, mais ici, vous devez faire très attention parce que si nous n'avons pas réussi, voilà ce qui a fait en sorte que nous ne puissions pas réussir. C'est pourquoi, en fait, il est un orientateur désormais de la jeunesse congolaise en général et en particulier la jeunesse négo. Voilà un peu. Je me suis rendu compte que vous avez côtoyé beaucoup de gens tels que l'honorable Henri Touamou et les Sanga Bonganga. Alors nous voulons savoir, moi et les téléspectateurs, est-ce que nous pouvons qualifier ça d'un manque de constance dont vous avez fait l'objet? C'était parce que vos intérêts n'étaient pas respectés derrière ces gens-là, vous ne vous retrouvez pas facilement, qui vous a permis de les quitter, de les abandonner pour aller chercher un parrain ailleurs, l'honorable Simon Floribert Mbachibacha? Non, d'ailleurs, quand vous parlez de l'honorable Henri Touamou, mon combat politique n'a pas commencé aux côtés de l'honorable Henri Touamou, non. J'ai commencé mon combat politique dans l'UDPS, j'étais membre de la cellule de base
de Banzalem à Kinshasa, c'est seulement après que je suis entré dans l'Alliance pour le progrès du Congo, APC, ainsi que le parti politique dont l'honorable Henriette Ouamou est autorité morale. Et après là, les choses n'ont pas marché. D'ailleurs, je l'ai dit dans mon livre, les choses n'ont pas marché. Je suis allé aux côtés de Jean-Pierre Lissanga Bonganga. Il est aujourd'hui ministre d'État chargé de relations avec le Parlement. Et bien, les choses n'ont pas marché, mais il faut toujours... ne faut pas, quand vous êtes en train de faire quelque chose et que vous n'arrivez pas à la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous décourager? Non, vous devez vous orienter autrement. Mais en fait, vous parlez de la constance politique. Il faut que je puisse soulever un point là. La constance politique, en fait, ne consiste pas à rester fidèle à un politicien, peu importe le changement de ses idées ou la non-constance dans sa lutte. Non. On n'est pas constant aux individus, mais on est constant aux principes. Alors, si vous évoquez le problème de non-constance, c'est à vous de me dire quel est ce principe que moi je n'ai pas respecté. Mais je crois que je suis resté fidèle sur mes principes, ma lutte, et je suis resté constant. En fait, moi je suis en train de me battre pour l'émergence de l'élite non héritière. Et pour que nous y arrivons, il faut que nous puissions être en mesure de cultiver la méritocratie. C'est-à-dire quoi? Il faut que les mérites de tout un chacun puissent déterminer sa classe sociale. Voilà. Votre ouvrage était professé par le professeur Bertin Makolo Moussoa, professeur ordinaire et secrétaire général académique honoraire de l'Université de Kinshasa. Celui-ci parle de l'Eureka, qui signifie « j'ai trouvé ». Donc pour lui, vous vous réjouissez d'avoir Mbati comme ange gardien. Alors, qu'arrivera-t-il ou celui que vous considérez aujourd'hui comme votre ange gardien, votre parrain, et si demain vous serez en désaccord avec lui, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ça? Et demain on se réveille de bon matin comme ça, vous n'êtes plus ensemble avec l'honorable Mbati parce que nous avons l'expérience dans notre pays. Nous avons vu Vital Kamerhe quitter Joseph Kabila, et puis l'IDPS, il y a des gens qui avaient quitté Tshisekedi pour l'autre camp, et vous aussi demain peut-être, qu'est-ce que vous pouvez retenir de ça? C'est là que je vais vous parler de la force de Simon Floribert Mbachi, de sa grandeur. Et je comprends pourquoi il est considéré d'ailleurs par plusieurs comme un courant de pensée. Mais en fait, la réponse se trouve dans ce qu'il m'a toujours dit. Mais il faut noter que moi, je ne suis pas membre d'un parti politique de l'honorable Simon Floribert Mbachi, ou bien nous ne sommes pas membres d'un même parti politique. En fait, Mbachi, c'est un orientateur de jeunes, c'est un parrain pour moi, c'est un mentor. Mais nous n'avons pas une plateforme politique dont lui est le chef et moi je suis membre. Non. Mais lui, en fait, son problème c'est lequel, peu importe votre tendance, de la majorité ou de l'opposition, mais s'il trouve dans ces jeunes, il y a quelque chose que nous pouvons booster, qui peut aider le Congo à aller de l'avant, il le fait. Un jour, il me dit, quand je lui avais exprimé mon vœu de pouvoir devenir son fils politique, il va me dire, Ignace, écoute, le fait, l'adoption ne se décrète pas. Il ne suffit pas de dire que tu veux être mon fils politique pour que moi j'accepte. Non. L'adoption, en fait, c'est un processus qui s'étend sur toute la vie. C'est-à-dire quoi? Moi, j'accepterai d'être ton père aussi longtemps que toi, tu resteras attaché aux valeurs et à l'honneur. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, en fait, tout ce qui intéresse les gens, c'est la gloire, non la dignité et non l'honneur. Mais lui, il dit, je vais accepter et je suis même prêt à faire de toi mon alter ego, mais à condition que tu puisses rester là pour défendre la valeur et l'honneur. C'est-à-dire quoi? On reconnaît la grandeur de maître à travers ses disciples. Vous avez même à Goma, nous sommes en train de voir des gens qui passent à la télévision et injurier les autres qu'on fait. En fait, ils représentent leur papa, mais si le papa il est en train d'instruire ses disciples pour toujours injurier les gens à la télévision et dans les réseaux sociaux. Mais en fait, vous pouvez aussi directement comprendre que valent leurs maîtres. Alors Mbati dit, non, on reconnaît la grandeur des maîtres à travers ses disciples. Si mes disciples sont bons, on dira non, non, non. Alors Mbati doit être une bonne personne. Ça veut dire quoi? Mais quand Mbati me le dit, ce n'est pas seulement à moi. Mais il m'a retourné la même chose. Il va dire, oui, tu acceptes de devenir mon fils politique. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs que tu as trouvé à moi. Mais si après quelques jours, tu découvres que, en fait, ce n'était qu'une illusion, ce n'était
qu'une apparence, mais ça ne s'ouvre pas au fond de moi. Et la conséquence, c'est quoi? Je vais rester sur la ligne de mes principes, mais je dirais non, ce chemin ne peut pas m'aider à arriver jusqu'au bout de mon itinéraire. Je partirai, mais tout le temps que je suis resté avec ce vieux, en tout cas, je ne pense pas que cela se fera. Je ne crois pas. Parce qu'en fait, il nous met, nous jeunes, à l'avant-plan, et lui, il prend le second plan. Il dit, allez-y, on vous pousse, allez-y. Nous avons fait notre temps, c'est maintenant votre temps. Voilà, contrairement aux autres qui viennent créer des associations de jeunes, en fait, pour le soutenir. Lui, non. Il dit aux jeunes, regroupez-vous, nous, vos parents, nous sommes là, nous allons vous pousser afin que vous alliez de l'avant. Et c'est bon. Alors, je demande ici que tous les autres puissent emboîter le pas à cette démarche-là. Parce que aux prochaines élections, vous avez plus de 45 ans, nous n'aurons pas besoin de vous, allez vous reposer. Majorité et opposition, vous avez déjà montré vos limites. La médiocrité, c'est à tous les niveaux, dans toutes les couches sociales, même dans l'opposition, vous avez été incapable de barrer la route aux gens de la majorité présidentielle qui ont peaufiné des stratégies pour toujours étouffer les pauvres. Vous avez accepté qu'une loi électorale discriminatoire où on demande que pour pouvoir postuler, il faut donner 1000 $. Vous avez été là. Et quand la loi va passer, à peine vous venez nous dire non, vous devez quand même revendiquer. Non, de qui vous vous moquez? Vous tous, majorité opposition, personne n'a fait des choses à l'attente de l'opposition, de la population, pardon. Donc, nous sommes en train de jouer maintenant à la théorie du dégagisme. Plus de 45 ans, ne venez pas postuler parce que vous ne serez pas élus. Nous avons pris notre destin en main. Merci beaucoup, M. Nias. Je rappelle aux téléspectateurs que tout ce qui se raconte ici n'engage pas les présentateurs de l'émission, encore moins la chaîne, mais s'engage l'invité lui-même. Ce sont ses idées, ses opinions politiques, ça n'engage que lui. Nous poursuivons notre série de questions. Dites-nous un peu, d'une manière brève, sur la personne de l'honorable Mbachi, ses empreintes lors de son passage à la tête de l'exécutif professionnel, d'une manière brève, s'il vous plaît. Merci de la question, mais je vous ai donné tout un livre où je n'ai mis que quelques réalisations. Elles sont tellement nombreuses que j'aurais bien voulu que vous puissiez faire toute une émission pour que nous puissions parler de ça. Il a eu des réalisations avec les maigres moyens qui ont été à sa disposition, mais il a pu faire quelque chose dans tous les secteurs. Je vous ai donné un livre, il y a beaucoup de choses qui sont énumérées là-bas. Je peux vous donner l'exemple. Regardez, par exemple, si on parle sur la santé, prenez votre livre à la page 62. Vous allez voir ici, seulement dans le domaine de la santé. Je vous donne seulement un extrait, pas tout, dans le domaine de la santé. Il a acheté des équipements médicaux pour 80 centres et hôpitaux généraux de référence de la province évalués à 2 600 000 $ américains. À part ça, il a acheté 14 ambulances pour les hôpitaux généraux de référence de Goma, Matadi, Mwanda, Kangu, Sekebanza, Kasangulu, Sonankulu, Luozi et Kwima. Je suis en train d'attendre que les autres aussi viennent dire ce qu'ils sont en train de faire. Ça seulement dans le domaine de la santé. Je continue. Il a construit 5 morgues à Lukula, Kasangulu, Kimpese, Mwanda, même à Matadi. Et il a doté des groupes électrogènes à certains hôpitaux comme Akianfo à Matadi, Mfumukibambi, Sekebanza, Kionzo, Kangu, Kwimba. Et il a réhabilité complètement des hôpitaux généraux de référence de Kasangulu et de Kivula. Construction d'un hangar pour l'hôpital général de référence de Sonankulu et il a construit les allées principales de l'hôpital Saint-Luc de Kisante. Ça seulement sur le domaine de santé. Si tu voudrais que nous puissions donner plus de détails sur les autres actions, je suis tout à fait d'accord. Vous avez donc compris qu'il n'a pas été bourgmestre de commune ou bien maire de la ville, mais il a été gouverneur de province. Donc, de Kasangulu jusqu'à Sisi Kinzobe là-bas, celui qui était le gouverneur. C'est pourquoi, avec les maigres moyens qui ont été à sa disposition, il a pu faire dans tout le domaine, s'il vous plaît, quelque chose dans tous les territoires. Alors, si vous voulez que nous puissions parler de son action politique pendant qu'il était gouverneur, il y en a tellement que je voudrais que vous puissiez organiser toute une émission pour que nous puissions en parler. Sinon, l'émission que nous sommes en train de tourner ne se terminera pas. Même l'émission que nous allons sûrement consacrer à ces réalisations, je suis sûr que les 45 minutes ne suffiront pas. Il n'a pas été bourgmestre de commune, encore moins maire de la ville. Il a été gouverneur de province. Merci, M. Ignace. Mais en ce qui concerne la création de l'emploi, et apparemment, il n'était pas capable en ce qui concerne la création des emplois. Parce que la jeunesse aujourd'hui s'est plaint et abandonne son triste sort, il y a la pauvreté qui ronge la jeunesse. Et lui, lors de son passage à la tête de la province, quelle a été son action en ce qui concerne la création de l'emploi? Vous savez que vous me faites rire.
Je vous ai dit, si vous voulez que nous puissions parler des réalisations de Mbati, alors gouverneur du Congo central, cherchez toute une émission pour que nous puissions en parler. Vous devez d'abord savoir, c'est le seul gouverneur qui réclamait tous les jours la rétrocession, les 40% qui devaient revenir à la province. Lui, il le réclamait, et à la télévision, il le faisait. Nous avons des vidéos, nous avons tout. Mais le repère, qui a créé les repères? Celui, les repères a engagé combien de personnes? Je vous donne seulement un seul secteur ou bien un seul exemple, les repères qui a créé. Mais aujourd'hui, les repères n'existent plus. On parle de la décharge cassée. Mon cher, non. Je te donne un exemple. Comme d'ailleurs mon frère Félix Oisego, que j'ai salué en passant, l'avait dit un jour. Entre celui qui crée la montre et celui qui répare, ou bien qui donne un autre nom à une réalité qui existe déjà, le savant, c'est qui? Non, le savant, c'est celui qui a inventé. La montre avait déjà été inventée. Est-ce qu'on avait besoin de changer de nom pour qu'on puisse avoir plus d'employés ou quoi? Non. On avait besoin de nous créer d'autres entreprises pour engager les autres aussi. Changer de nom, ça a apporté quoi? Non, je crois que je ne voudrais pas que vous puissiez me faire entrer dans cette polémique-là. Nous devons rester basés sur mon combat. Je vous ai dit, si vous voulez que nous puissions parler des réalisations de cet éminent homme politique reconnu, qu'on respecte à travers l'ensemble de notre territoire national, je crois qu'il faut toute une émission pour que nous puissions en parler. Mais en fait, moi, ma joie, c'est ce que lui, Mbati, malgré tout ce qu'il a fait, il dit, il est grand temps que nous, les vieux, nous puissions prendre le second plan. C'est le jeune au premier plan. En tant que père, il dit, il est grand temps que nous puissions nous retirer, mais en nous retirant, nous ne devons pas laisser le siège vide. Il faut que nous puissions préparer ces jeunes. C'est pourquoi il dit, plus de jeunes autour de moi pour que moi je sois devant, mais non, les jeunes devant et moi je suis derrière pour les encadrer. Voilà pourquoi moi j'applaudis pour lui. Chers téléspectateurs, je rappelle que nous sommes à l'hôtel Maranatha chez Papa Dipova Dilusala Dilus qui nous a accordé ces beaux cadres pour passer cette émission. En tout cas, nous lui jetons des fleurs. Alors, nous entrons à la dernière phase des questions sur les sorts de la lutte de l'élite non héritière. Alors, la première question, qu'entendez-vous par la lutte non héritière dont vous prétendez être les guides? L'élite non héritière. Mais en fait, il y a beaucoup de choses que vous m'avez dites, mais malheureusement, dans les couloirs, nous avons causé, mais vous ne voulez plus. Vous m'avez proposé que vous puissiez chercher quelqu'un avec qui nous devons débattre. Non, je suis prêt, je suis là. Mais en fait, cette personne-là qui va venir débattre avec nous, il faut que cette personne puisse aussi être un doctrinaire, un idéologue, l'élite non héritière. Le mot élite a existé, le mot non a existé, héritier ou héritière aussi a existé, mais la jonction de trois mots, c'est ça notre force, notre invention. Élite, c'est ce qu'il y a de meilleur ou de distingué. Alors, l'élite non héritière, c'est qu'il y a de meilleur ou de distingué, mais à qui on ne donne pas la chance de pouvoir mettre son savoir-faire au service de la société, parce que simplement, à l'intérieur, parmi ceux qui décident, son père ou son oncle n'en fait pas partie. Alors, c'est comme ça au Congo, ça marche aujourd'hui. Est-ce que nous allons continuer dans cette lignée? Nos parents qui souffrent tant et nous envoient à l'université avec des moyens très médiocres, mais nous fournissons des grands efforts, nous revenons avec des diplômes respectables, mais quand il faut chercher l'emploi, nous n'en avons pas. Mais il y en a qui n'ont presque été rien pendant que nous étions en train d'étudier avec eux. Quand ils terminent, avant même de terminer les études, ils ont l'emploi, non pas parce que ils sont compétents, mais simplement leurs parents sont là. Ils ne donnent les emplois qu'à leurs parents, qu'à leurs enfants plutôt. Ils ne donnent les emplois qu'à leurs neveux. Et nous sommes devenus des laissés pour compte. Et pourtant, ces mêmes parents-là, quand ils ont besoin d'être députés, ils recourent aux enfants de pauvres. Ces mêmes parents-là, quand ils ont envie d'être gouverneurs, ils recourent aux enfants de pauvres. Ces mêmes gens-là, quand ils ont d'être je ne sais pas qui, ils recourent toujours aux enfants de pauvres. Mais il est grand temps que nous, enfants de pauvres, nous puissions prendre conscience de notre être homme pour nous dire, écoutez, nous sommes capables de faire 90 000 fois plus que ces gens-là. Mais simplement, nous sommes étouffés. C'est pourquoi nous, élite non héritière, il est grand temps que nous puissions ratisser large autour du principe de la méritocratie afin que
les compétences ou bien les savoirs de tout un chacun pour se déterminer son rang social. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Et moi, comme le principal acteur ou bien la principale personne qui est en train de faire en sorte que nous tous, nous puissions nous lever et ratisser large autour de tous ces principes. Voilà, c'est dans ces cadres-là que je suis en fait, non pas moi, que les gens m'appellent comme éclairé de l'élite non héritière, mais pas moi. Ça vient de l'éminent homme politique Simon Floribert Machibacha. Comment? Lui il dit oui, il faut que les jeunes puissent se prendre en charge. Mais pour y arriver, le plus grand travail à faire, il ne faut pas seulement se focaliser sur l'élite non héritière. Parce qu'en fait, c'est une classe sociale discriminée, marginalisée. Mais en fait, il dit, il est grand temps que nous puissions en fait conscientiser toutes les couches sociales marginalisées. Nous avons le veuve, nous avons les orphelins, nous avons les femmes d'ailleurs qui sont toujours victimes des relégations au second plan. Lui, il dit tout ça, l'élite non héritière et consort. Mais moi, j'ai dit non. Le père voudrait que nous puissions conscientiser toutes les couches sociales marginalisées. Mais moi, je me suis dit, je me focalise sur l'élite non héritière. C'est pourquoi vous êtes en train de voir, il y en a qui se focalisent sur les orphelins, il y en a qui se focalisent sur les veuves. Et nous tous, qu'est-ce que nous allons faire le moment venu? Nous allons nous mettre ensemble. Mais non pas pour que nous puissions renverser, que nous puissions maintenant commencer à faire souffrir ceux qui nous font souffrir. Non. Nous, en fait, nous sommes en train de venir afin que nous puissions mettre en place le système de la méritocratie. Attention, il faut que je souligne que nous, au niveau du mouvement de conscience citoyenne de l'élite non héritière, nous ne sommes pas contre qu'un enfant puisse succéder à son père. Non. Mais nous sommes contre seulement au moment où celui qui succède à son père n'a pas de compétences pour pouvoir assurer la continuité. Parce que quand le moins capable occupe le haut du pavé, le résultat ne peut être que le dysfonctionnement. Dans la lutte non héritière, vous parlez de 3 axes, entre autres l'axe politique, l'axe religieux, finalement l'axe scientifique. Alors, ce qui a attiré mon attention, vous avez parlé d'un tas de choses, mais ce qui a retenu mon attention, vous clôturez les paragraphes en ce qui concerne l'axe politique, en disant, je cite, « Mon pays, la RDC, est un État démocratique, mais qu'en est-il de la démocratie ? Quels en sont les principes ?» Fin de citation. Par la suite, vous établissez un parallélisme entre ce qui devrait se faire et ce qui est fait. Que voulez-vous dire par là? Bon, je ne sais pas. Je voudrais ramasser les 3 axes, les 3 axes une seule fois. Mais en fait, vous me parlez. J'étais en train de définir en fait l'homme sur l'axe politique, scientifique et spirituel. Parce que en dehors de la politique, de la science et de la spiritualité, l'homme n'existe pas. Comprenez? Mais en fait, nous sommes en train de voir que si l'homme est à la fois politique, scientifique et spirituel, mais il y a une catégorie de gens qui ne se retrouvent nulle part. Mais quand vous êtes nulle part, la conséquence c'est quoi? C'est la mort. Vous ne vivez pas. Alors, pendant que j'étais en train de parler de l'axe politique, c'est là que je commençais par poser, j'ai dit, notre pays, la République démocratique du Congo, comme d'ailleurs le nom le dit, c'est un État, entre guillemets, démocratique. Mais en fait, j'ai fait d'abord l'analyse de ce qu'on devrait appeler un État démocratique, voir ce qui se fait en République démocratique du Congo, et à la conclusion, nous devons quand même dire, si vu les éléments clés qui définissent une démocratie, est-ce que la République démocratique du Congo respecte ces faits-là? Si oui, alors nous devons conclure qu'effectivement, la République démocratique du Congo, c'est un État démocratique. Mais si les éléments clés qui doivent définir l'État démocratique ne sont pas respectés en République démocratique du Congo, nous ne devons pas parler d'une République démocratique, mais nous devons peut-être dire, certes, il y a des avancées, mais la République démocratique du Congo, nous n'y sommes pas, mais nous devons fournir beaucoup d'efforts dans le processus de démocratisation véritable de notre pays. Et c'est là que je suis en train de dire, tel que les choses se passent, ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Voilà, ça c'est sur l'axe politique. Et maintenant, je dois placer un mot. Qu'est-ce que l'élite non héritière vient faire sur l'axe politique? Papa. Non, il ne faut pas se voiler la face pour qu'on se dise la vérité. La vérité. Mon cher,
Il y en a qui sont ministres nationaux aujourd'hui. S'il fallait tenir compte des principes de l'équité, de méritocratie, ces gens-là, ils ne peuvent même pas être même bourgmestres de commune. Mais nous sommes dans un pays où tout se fait par couloir, entre guillemets. Les délaissés de la société, c'est toujours nous, dont les parents ne font pas partie du sillage des décideurs. Et aller dans les partis politiques, quand papa meurt, on met l'enfant qui doit remplacer le papa. Est-ce que parce que cet enfant-là, le mieux placé pour pérenniser le combat de son père, comme si c'était une affaire familiale, et pourtant il est question des intérêts de la République. Mais vous allez dans les partis politiques, quand papa meurt, quand bien même il y en a qui sont plus compétents que cet enfant, il faut les écarter, il faut mettre l'enfant, et ainsi de suite. Ça, c'est un seul élément. Mais maintenant, sur l'axe scientifique, mais nous avons été à l'université de Kinshasa, où nous avons fait nos études et qu'on sort. Mais un professeur m'avait dit, me regardant dans les yeux, il dit, les enfants d'abord. Alors il va me dire, toi tu viens d'où? Je lui dis, je viens du village. Il dit, ton père fait quoi? Non, c'est un coupeur de noix de palme. Alors le professeur a commencé à se moquer de moi. Il dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu ferais mieux de rentrer au village, ton père va t'apprendre même les derniers secrets pour couper les noix de palme. Parce qu'on ne fait que le métier de son père. Il me l'a dit en face, en présence de plusieurs de mes amis. Voilà, c'est ces jours-là que je m'étais déterminé. Ah bon, c'est ça qu'il faut faire, mais nous ne sommes pas les premiers. Il y a Cicéron qui, par ses origines, n'aurait pas dû faire de politique, qu'on a appelé Homonous. Je dis, ah bon, c'est comme ça. Nous allons encore marquer notre histoire. Nous allons en fait prouver à ces gens qui pensent par mépris qu'on ne peut faire que le métier de son père, que on peut partir de zéro et arriver quelque part. C'est là que nous sommes en train d'inscrire en fait la voie du guide de l'élite non héritière. Ça, c'est sur l'axe scientifique. Aller à l'université, quand le papa est là, il fait le tout possible pour laisser son enfant. Comme si la connaissance se transmettait de manière héréditaire. Mais il y a de voies de transmission de connaissances qui sont reconnues. L'intelligence, oui, elle peut être héréditaire, d'ailleurs elle est innée, mais pas la connaissance. La connaissance est acquise. Et l'acquisition des connaissances ne se transmet pas de manière héréditaire. Mais nous en avons parlé même dans notre livre. Il y a des voies appropriées par lesquelles la connaissance doit être acquise. Alors, ça c'est sur le plan scientifique. Mais sur le plan religieux, il y a beaucoup d'autres personnes qui ne comprennent peut-être pas notre démarche. Non, nous ne sommes pas au niveau de choix des serviteurs de Dieu. Non, ça relève de Dieu lui-même, parce que là c'est un problème de vocation. Mais nous nous trouvons au niveau de la gestion de ces églises-là. Peu importe celui qui peut devenir pasteur, mais je crois que pour gérer une église, quand bien même il s'agit des affaires de Dieu, il faut incarner un certain leadership. Mais si vous n'avez pas ce leadership-là, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Quand papa meurt, il faut que l'enfant aussi puisse le remplacer. Mais il y en a avec qui parfois on commence la lutte, la vision. Mais l'enfant qui n'est venu qu'au moment où tout le travail était déjà fait, qui ne maîtrise peut-être pas très bien la vision, quand le papa disparaît ou bien quand le papa n'est plus là, la personne la mieux placée pour succéder à son père, c'est l'enfant. Nous ne sommes pas contre que les enfants deviennent aussi des pasteurs bien qui succèdent à leur père, je l'ai déjà dit. Mais quand ces gens-là n'ont pas la compétence nécessaire, la conséquence, nous avons les schismes. Pourquoi vous êtes en train de voir quelque part, il y a beaucoup d'églises qui se multiplient à cause de ça. Quand vos mérites, vos compétences ne sont pas reconnues, la conséquence c'est quoi? Non, je ne peux pas continuer de voler dans tout ce que nous avons ici. Alors, je vais chercher asile ailleurs. Ça, c'est sur l'axe religieux. Donc, vous avez donc compris que le pauvre, nous, non pas parce que nous ne sommes pas intelligents, les politiques n'ont plus besoin de nous. Ils ont voté une loi électorale où pour postuler, il faut donner une caution de $1000. Moi, depuis que je suis né, ou bien il y a une autre personne depuis qu'elle est née, n'a jamais touché à $20, mais on lui dit que si tu veux postuler, tu dois donner une caution de $1000 pour dire les enfants des pauvres, plus jamais autour de nous, nous n'avons pas besoin de vous. Et ces soi-disant opposants, ils ont accepté qu'une telle loi puisse passer. C'est toujours en notre faveur. Malgré notre intelligence, et pourtant nous pouvons prendre notre intelligence, mettre au service de la nation, nous pouvons mieux proposer des lois dont la République peut se servir. Non, il faut continuer de nous écarter. Alors, vous êtes en train de voir que sur l'axe politique, nous sommes nulle part. L'axe scientifique, non, les enfants d'abord. La science se transmet aujourd'hui de manière héréditaire. Sur les plans religieux. Et là, il y a pire.
mon cher César, là, sur l'axe religieux ou spirituel, il y a pire que ça. Vous savez, aujourd'hui, on va dans les églises. Moi, j'ai déjà été victime de ça. Un ami m'invite dans leurs églises, dans leur église. Il me dit, venez, nous avons une campagne d'évangélisation. Je vous dis quand même que vous venez prier avec nous. Je dis volontiers parce que je suis chrétien. J'arrive. Et quand on arrive au moment des offrandes, les offrandes étaient catégorisées. Alors le pasteur du haut de là où il était, il dit que ma boko alelo nanu epe samate. Nani azana $100 aleka le bosso pasteur azo tchela e mama na maboko. Je dis oh. Donc ceux qui ont les $100, ils ont une bénédiction spéciale. Il faut que le pasteur impose ses mains sur eux. Je dis oh. Et à la fin, nous sommes arrivés jusqu'à $20. Et malheureusement, on va dire ceux qui ont des 500 francs, venez, mettez dans le panier là. Vous êtes en train de vous rendre compte. Mais il faut que nous puissions dire la vérité. Entre celui qui a $100 et celui qui n'a rien, je crois que si par la bénédiction on peut avoir l'argent, c'est celui qui n'a rien qui a besoin de la bénédiction pour que lui aussi un jour qu'il puisse avoir $100. Mais vous voyez, même dans les églises, on n'a plus besoin de pauvres. Non pas parce que nous ne sommes pas intelligents, mais parce que nous sommes discriminés. Ces gens n'ont pas besoin de nous autour d'eux. Nous ne faisons que les envoyer pour qu'ils aillent nous représenter, mais en fait pour ne travailler que pour leurs propres intérêts, les intérêts de leurs femmes et consorts. Les choses changeront un jour. Alors maintenant, vous avez aussi parlé de la séparation des pouvoirs. Parlez un peu du pouvoir législatif selon l'élite non héritière. Le Parlement, le rôle d'un député, et puis nous voyons des dons que font certains députés, certains élus de la population, au conseil des écoles, jeter des ponts dans certains coins des fiefs électoraux, ou sinon s'approprier des projets de construction des hôpitaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Ah, mon peuple périt faute de connaissance, lit la Bible. Il y a à boire et à manger. Vous savez que nous pouvons organiser toute une émission pour que nous puissions parler du rôle d'un député. Mais nous n'avons plus de temps, vous êtes en train de me dire que nous devons chuter. Mais regardez. Alors, non, je vais partir d'un exemple. Alors, nous sommes à Boma. Et nous sommes à Boma. Alors, madame et moi, nous nous concertons pour que nous puissions envoyer notre enfant aux études à l'université de Kinshasa. Mais en l'envoyant là-bas, nous sommes en train d'attendre quelque chose. Il faut que l'enfant puisse nous revenir avec le diplôme. Certes, quand l'enfant grandit, il faut qu'un jour aussi l'enfant puisse être en mesure de se, si c'est un garçon, de se trouver une femme. Si c'est une fille, de se trouver un mari. Mais 5 ans après, l'enfant garçon nous revient avec une femme à la maison. Alors nous présente maman, c'est ma femme, tout ça, et sans rien nous dire de plus. Mais madame et moi, nous sommes déboussolés. Mais nous ne t'avons pas envoyé à l'université de Kinshasa pour nous apporter une femme. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Tu dois t'engager parce que tu es devenu adulte, mais non. C'est pourquoi nous t'avons envoyé à l'université de Kinshasa. C'est pour aller décrocher un diplôme. Le diplôme est où? Merci. Non, attendez. On n'envoie pas les députés à l'Assemblée nationale ou je ne sais pas à l'Assemblée provinciale pour qu'ils puissent venir nous construire des écoles et des hôpitaux. Donc nous devons faire, je crois, toute une grande émission par rapport à ça. Non, attendez. Je ne sais pas le prochain numéro c'est quand, mais je vais éclaircir quelque chose, s'il vous plaît. Alors, on ne devient pas député pour construire des écoles ou des hôpitaux. Non. Les députés doivent venir nous rendre compte du travail pour lequel nous les avons envoyés au Parlement. Il faut que chaque député puisse venir nous dire combien de lois a-t-il proposé. Ou bien s'il n'en a pas proposé, combien de lois a-t-il fait modifier. Ou bien quel article d'une loi qui a été voté au Parlement, mais l'article n'était pas bien formulé, et puis il a fait modifier ça. Ça c'est de 1. De 2, vous savez que les députés, ils ont aussi le droit de faire des projets qui concernent la ville-province de Boma, aller les soumettre au niveau de l'Assemblée nationale pour approbation et donner ces projets-là au gouvernement central pour exécution. Mais ils ne le font pas. C'est ça en fait leur travail. Et nous sommes en train de mourir ici avec la poussière. Toujours les enfants des pauvres qui souffrent. La poussière ici sur les boulevards ici. Et partout à Boma, la poussière ici. Vous allez écouter dans 10 ans, 5 ans ici, les gens vont souffrir des infections pulmonaires. Comme vous évoquez les cas du boulevard, est-ce que l'initiative est bonne ou sinon, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, mais l'initiative est bonne. Mais il ne faut pas détruire et commencer à construire et ne pas arriver au bout. Mais regardez, commencer à construire sans finir, c'est plus que détruire. Mais les travaux, c'est poursuivre quand même. Non, mais
Ça va prendre combien de temps? Un projet est toujours inscrit dans les délais. On doit avoir un délai. Ce projet commence de tel temps à tel temps. D'accord, même si les travaux vont se poursuivre. Mais moi, je voudrais, pour l'intérêt de mes frères les pauvres, s'il vous plaît, chères autorités. Chers téléspectateurs, lentement mais sûrement, nous avançons vers la fin de cette émission. Alors, un petit mot pour la femme congolaise particulièrement. D'abord, je commence par dire mes respects à toutes les femmes, en commençant par ma mère, en passant par ma fille, et puis tout le monde, toutes les femmes. Je vous aime beaucoup, parce que sans vous, nous deux, nous ne serons même pas ici. Mais cependant, j'ai une inquiétude. Laquelle? Toutes les questions que tu me poses, ce sont des sujets de grandes émissions. Moi, je crois que nous devons commencer à organiser, par exemple, des émissions sur le 8 mars, ou bien le mois de la femme. Non, il y a une inquiétude. Vous savez que le top 10 des femmes les plus influentes de l'Afrique vient de sortir. Il y a 3 Sénégalaises, une Angolaise, une Rwandaise, une Kenyane, aucune Congolaise. Pourquoi? Parce que les Congolaises pensent que le 8 mars, c'est le jour de la célébration du pagne congolais. Donc c'est devenu la journée nationale de la célébration du pagne congolais. Non! Ces jours-là, on ne l'a pas eu comme ça. C'est le jour, au contraire, que la femme devait être là, montrer à l'homme qu'écoutez, nous avons revendiqué le droit, que vous et nous devons être égaux sur le plan de droit et non pas le sexe console, sur le plan de droit. C'est-à-dire quoi? La femme et l'homme, tous deux, peuvent faire n'importe quel travail. Le travail que l'homme fait, la femme peut aussi le faire. Pour ce faire, les femmes devaient être dans les colloques, les conférences, clubs de réflexion, journées de réflexion et consorts, et montrer en fait à l'homme de quoi ils sont capables, comme ça se fait ailleurs. Chez nous, c'est des défilés qu'on sort. Mais ces mêmes femmes qui sont en train de défiler, on sait pourquoi. Si vous les invitez dans une conférence scientifique ou bien une conférence pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre pays aille de l'avant, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas et ne seront pas là. Mais quand nous sommes dans les futurités, le même 8 mars, il fallait passer dans le bar le soir pour voir combien le bar était inondé. Les hôtels, les bistrots. Mais quand vous les appelez pour que nous puissions réfléchir sur leur destin, ne viennent pas. Nous venons d'être en conférence de réflexion, nous les jeunes de Boma, avec les amis de la Ligue des jeunes leaders pour la défense des droits de l'homme et le développement intégral du Congo central, que je salue en passant. Merci beaucoup les amis et félicitations pour votre lutte. Nous devons aller de l'avant. Et en même temps, je pense au mouvement Tuidi Bayombe avec Martin Solopoba. Allez de l'avant. Nous devons pousser. Nous allons réussir ensemble. Nous avons été avec eux. La Ligue des jeunes a organisé une conférence avec son excellence Monseigneur l'évêque. Il n'y avait même pas cette femme. Elle n'était pas là. Alors, la femme congolaise est toujours dans les divers, dans la musique, dans le loisir. Mais non dans le cercle qui peut faire en sorte que nous puissions évoluer. Ne venez pas nous parler des grandes dames de la République démocratique du Congo parce que simplement on a été femme d'une grande autorité, femme par exemple du président de la République ou bien des ministres, par sur quoi? Comme vous êtes femme d'un premier ministre, oui, vous êtes femme d'un premier ministre ou d'un gouverneur, les gens vous voient. Non pas parce que vous avez lutté pour que vous y arriviez, mais simplement la nature s'est arrangée pour que vous puissiez être là. Ces femmes-là ne sont pas comptées. Mais quand on parle de Hélène Johnson, la première femme africaine qui a été présidente de la République, vous pensez, la première africaine à avoir été présidente. Mais c'est clair, elle doit être là. Donc vous vous rendez compte qu'il y a un sérieux travail à faire de ce côté-là. C'est pourquoi Mbati dit, nous devons réveiller la femme qui est victime de relégation au second plan. Et mon discours ici, en fait, s'adresse aux femmes pour qu'elles puissent savoir que la femme ne doit pas continuer d'être mise derrière l'homme. Mais il faut qu'elle aussi prenne le devant et que les hommes puissent être derrière. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, on constate que les mots médiocres étaient déjà utilisés par vous. Avant le cardinal Laura Monsengo Passini, après ce que vous dites à la page 118 de votre ouvrage, tout en vous posant une question, d'où cette élite tire-t-elle cette médiocrité?
parce que l'ouvrage a été publié en 2017, avant janvier 2018, pour que le cardinal précité ne puisse parler de la médiocrité. Alors, quelles sont vos pistes de solutions pour une classe politique congolaise, ou comment devenir une vraie élite? Mais j'en ai parlé dans mon ouvrage, bien avant les cardinals Mossemo, mais je dois être honnête. Je ne suis pas le premier à avoir parlé de la médiocrité de la classe politique, toute tendance confondue, ou bien de l'élite intellectuelle congolaise. Mais en fait, on se base sur les faits. Quand vous êtes en train d'appliquer des méthodes qui ne tiennent pas, et que vous êtes incapable de proposer d'autres méthodes pour que vous puissiez aller de l'avant. Mais on fait toujours la même chose comme nos ancêtres ont toujours fait. Mais dans l'entretemps, tout ce que nous faisons ne nous aide pas à aller de l'avant, incapable de changer. Mais on va dire quoi? Nous sommes des médiocres. Et maintenant, nous avons besoin d'un nouveau vent qui puisse nous proposer des méthodes qui peuvent faire en sorte que nous puissions quitter ce qui a toujours fait en sorte que notre pays ne décolle pas, afin que nous puissions aller vers d'autres horizons. Parce que ne vous inquiétez pas, la crise que le Congo est en train de vivre aujourd'hui ne date pas de Joseph Kabila. C'est une crise qui date de 1960. Alors si vous êtes en train de voir la question que je me suis posée, j'ai fait en fait une analyse de l'histoire de notre pays depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. La crise en fait a commencé avec le limogeage du premier ministre Lumumba par le président Joseph Kasavubu. Et cette crise-là a continué jusqu'à aujourd'hui. C'est la même crise, mais en fait qui ne fait que changer de forme. Au départ, on a dit que parce que l'élite n'était pas bien préparée. Il y avait moins de 15 universitaires en 1960. Monsieur le journaliste, aujourd'hui il y a combien de docteurs? Mais tous les ministres ici que vous voyez, que vous allez écouter, professeur tel, chef de travaux tel. Mais il me semble, c'est eux, les intelligences du pays. Mais pourquoi sont-elles, ces élites-là, incapables de trouver des solutions aux problèmes du Congo? Donc pour dire qu'ils n'ont pas été préparés à trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Et nous avons une autre démarche que nous sommes en train de proposer, mais c'est là que j'aurais bien voulu, peut-être que vous puissiez organiser une émission où nous allons parler du système éducatif congolais. Nous allons donner les points forts et les points faibles. C'est là, en fait, que je suis même en train de parler de la médiocrité de l'élite intellectuelle congolaise qui n'a été préparée que pour être auxiliaire et non pour être leader. Alors, il est grand temps. Comment j'appelle ça? La connaissance spontanée. Ceux qui sont nés, donc les âmes bien nées, puissent prendre le destin de notre pays en main. S'il faut toujours attendre de ces systèmes éducatifs, nous attendons longtemps, mais les changements dont nous avons besoin, il ne viendra pas. Alors nous avons besoin d'Hippocrate aujourd'hui au Congo, qui de rien, il propose des choses, mais qui vont faire en sorte que le Congo aille de l'avant. C'est pourquoi moi j'ai dit, élite non héritière, venez. Mouvement Tudibayombe, Martin, ensemble, allons-y. Ligue de jeunes, leaders pour la défense des droits humains. Venez, mettons-nous ensemble. Et j'appelle toutes les autres associations de jeunes. Venez, nous devons fédérer, nous devons être ensemble. Toutes ces associations-là de jeunes, nous devons être ensemble pour que nous puissions barrer la route déjà aux prochaines élections à tous ceux qui n'ont pas de compétences nécessaires pour diriger notre pays à tous les niveaux des institutions n'ont pas de compétences nécessaires. Alors il est grand temps que nous puissions les remplacer par des personnes non seulement intelligentes, mais surtout sages et disposées effectivement à servir les autres. Il est grand temps. Venez, mettons-nous ensemble. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Avec M. Ignace Nzaopamboul, analyste politique, acteur politique indépendant, nous avons parlé sur la conscientisation du couche sociale défavorisée. Des points, le combat pour l'émergence de l'élite non héritière. Chers amis téléspectateurs, je crois que vous étiez édifiés à suivre M. Ignace Nzaopamboul, qui a été à la hauteur de la tâche qui lui a été demandé pour cet après-midi. Il a répondu à toutes nos questions. C'est à nous, c'est à vous de tirer vos propres conclusions. Mais je rappelle encore, tout ce qui venait de se raconter ici n'engage pas les présentateurs de l'émission, ça n'engage pas la chaîne, mais ça engage l'invité lui-même. Parce que ce sont ses opinions politiques. Il trouve qu'il met son savoir dans des publications qu'il défend. Ça, c'est une initiative qu'il faut encourager.
Chers amis, partout où vous êtes, amis téléspectateurs, amoureux de Parlons-en, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quant à nous, nous vous quittons et puis nous remercions Papa DL du pauvre du Lusala qui nous a servi des cadres ici à l'hôtel Maranatha. Merci beaucoup à vous tous qui avez disposé le temps pour nous suivre. Merci aussi à M. Ignace Nzaou qui a répondu à notre invitation. Je ne sais pas si vous avez un mot de clôture par rapport ici à un prochain numéro ou sinon quel est votre programme pour le reste des activités à Bouma. Nous sommes en fait en train de travailler pour l'émergence de la jeunesse en général et surtout des couches sociales marginalisées, l'élite non héritière. Alors, les journalistes en concluant l'émission disent que ce que je suis en train de dire là n'engage que moi. Oui, je le sais. Mais en fait, pourquoi je suis en train de le dire? Ce n'est pas pour moi, mais pour nous tous. Même lui, il est concerné, il fait semblant. Il fait semblant. Mais je crois qu'il est grand temps que nous puissions nous réveiller. Ne vous inquiétez pas, on ne peut jamais barrer la route aux intelligences. Tôt ou tard, nous allons nous réveiller. Et nous sommes déjà en train de nous réveiller. Vous m'interdisez de passer à la télévision. On l'a déjà fait avec une chanson. J'avais fait presque quelques 2 semaines. C'était même un mois. Je ne devais plus passer dans une chaîne comme ça. Mais on ne passe pas à la télévision, certes. Mais je vais écrire. On ne barre pas la route à l'eau. Quand vous barrez la route à l'eau, l'eau se trouve un autre chemin. Chers jeunes, venez, mettons-nous ensemble. Nous tous, peu importe votre association, il faut que nous puissions aller de l'avant. Il est grand temps. Ces gens, ils ne nous donneront rien. Frayons-nous notre propre chemin nous-mêmes. C'est à nous le Congo. Pour nous avoir suivis, nous disons grand merci à tous les amis. À suivre au prochain numéro. Je vous remercie. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux. J'en ai marre de vos allusions. J'espère que j'ai raison. Tout le monde en parle. On voit clair à vos jets, à vos aversions. Vous avez assassiné la cohésion et vous l'avez fait y remplacer par la collusion.